d'éléments dans le règlement du droit des sols pour, par différentes touches, par différents aspects, approches, favoriser à la fois la végétalisation du bâti, ça c'est notamment le premier point, mais pas que, et puis et très concrètement l'émergence d'exploitations agricoles avec des serres qui par exemple vont être dérogatoires aux hauteurs maximales des constructions, des serres qui vont être autorisées sur des espaces libres. Et on voit qu'en fait, avec ça, et on voit aujourd'hui des projets privés, parce que là, je parlais jusqu'à présent de ce qui est porté par la ville en direct, que la ville fait faire sur son patrimoine ou sur le patrimoine d'autres, mais il y a plein de projets qui émergent sans qu'on soit à l'initiative, et ça, c'est le produit, entre autres, du droit des sols qui le facilite. Pardon. Rapidement, on a aussi fabriqué de l'information, de la connaissance qu'on met à disposition de tous les agriculteurs urbains qui sont nos interlocuteurs au quotidien, qui soient professionnels, qui soient citoyens, sur qu'est-ce que c'est que construire, qu'est-ce que c'est que fabriquer une exploitation agricole en ville, les contraintes de portance, les contraintes d'étanchéité, les contraintes de sécurité, tout ça. On accompagne aussi évidemment tout le monde sur les liens avec tous les partenaires qui fabriquent de la réglementation ou des partenaires qui fabriquent potentiellement de l'aide financière. Ça, on est dans notre rôle de collectivité. Voilà. Dire aussi un mot quand même de ce qu'on observe avec maintenant quelques petites années de recul, c'est que tout ça ne passe pas nécessairement hyper facilement en proximité. Quand on atterrit sur des opérations, on fait face à parfois véritablement des réactions NIMBY de base. On a pas mal on peut avoir des réactions négatives sur le thème, voilà, vous privatisez des espaces, vous fabriquez de la rentabilité sur des espaces qui n'en avaient pas jusqu'à présent, quelle est cette intention, vous artificialisez, donc vous faites une agriculture artificielle, parce que nécessairement on est sur une ville bâtie, construite, donc quand on vient en superposition, que ce soit sur des toitures, sur des façades, dans des sous-sols ou même sur de la pleine terre qui est polluée, oui, on n'est pas dans ce rapport hérité de l'histoire à une agriculture de pleine terre. Voilà, on a aussi des critiques sur la question de la biodiversité, donc tout ça on le documente, on fait des analyses avant-après pour pouvoir y compris démonter les discours auxquels on peut faire face. Voilà. Ouais, quand même passer 2 petites secondes sur le fait que c'est des dépenses. Et c'est un vrai arbitrage politique de dire, voilà, on décide de mettre l'équivalent de 7,5 millions d'euros sur la table pour à la fois se payer la mission de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour adapter le bâti municipal, pour accorder un certain nombre de subventions d'investissement à des partenaires qui vont accueillir sur leur patrimoine des exploitations. Pour autant, après je ne sais pas, ça peut être intéressant de comparer avec d'autres collectivités, d'autres territoires. On est sur des coûts qui nous semblent relativement maîtrisés dans ce qu'on porte nous. Voilà. Quand même en quelques secondes, alors c'est beaucoup de chiffres, je suis désolé, il n'y a pas du tout d'images et autres, mais on peut quand même rêver. Il me reste 1 minute. Très rapidement pour vous dire qu'en gros, on partait de 11 hectares en 2014 sur ce territoire parisien, qui était essentiellement des hectares qui étaient en pleine terre. Et que là, en fait, on a radicalement changé les choses, c'est-à-dire que d'ici 1 an, on en aura fabriqué une 30aine opérationnelle. On en a sous le coup de l'ordre de 45
de projets qui sont à faire émerger, soit en portage direct ville, soit par l'intermédiaire d'informations qu'on collecte sur tel ou tel porteur de projet à tel ou tel projet à tel endroit. Voilà, avec des productions qui commencent à ressembler à quelque chose et qui, d'ici quelques années, devraient devenir relativement conséquentes. On ne tient pas de discours sur la question de l'autosuffisance alimentaire de Paris. On a un discours sur la promotion du circuit court, mais on ne s'aventure évidemment pas à dire qu'on fabrique de l'autosuffisance. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Peut-être parler en 2 secondes quand même de cet écosystème qui est très singulier, qui est très hybride et qui regroupe des gens qui ont des profils souvent très différents, qui sont souvent des gens qui viennent plutôt des métiers de la ville et qui vont aller donc travailler la terre en ville. Les modèles économiques eux-mêmes aussi sont très très variés et qui font appel. Rares sont les exploitations qui ne reposent que sur une source de revenus. Donc on est souvent dans du panachage. Voilà, et on est à Paris, et c'est peut-être ça qui est intéressant pour une discussion. On est dans un système urbain ultra contraint, donc on est amené à faire des projets assez spécifiques liés à de la forte densité, mais que tout ça peut, y compris, apporter des éléments pour une discussion plus large, confère la présentation qui a été faite tout à l'heure sur un peu cette histoire entre l'Île-de-France et ses territoires agricoles. Et sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui l'agriculture urbaine et périurbaine, quoi, plus globalement. Voilà, je crois que j'ai fini. Vous pouvez voir, alors, il y a sur notre site Pariculteur, pour le coup, on a sorti très récemment pas mal de films, qui sont des films d'une dizaine de minutes et qui font des focus un peu sur les différents projets. Donc si vous avez le temps... dans la journée ou plus tard, dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à aller voir, il y a quelques très beaux films. Merci beaucoup, Monsieur Léon Carax. Donc, on va passer de Paris à Bruxelles. Donc, peut-être un autre type de stratégie, une autre approche. Donc, avec Madame Lison Elbeau, qui est chef de projet agriculture urbaine à, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est Bruxelles Environnement, pour pas me tromper. Donc, Lison, 15 minutes. Merci Eric, bonjour. Donc je travaille pour Bruxelles Environnement, qui est l'administration de l'environnement pour la région bruxelloise. Et je suis invitée donc, pour vous faire un petit topo sur où nous en sommes, sur ces questions d'agriculture urbaine à Bruxelles. Je ne pourrais pas vous parler de tout, évidemment, en 15 minutes, mais voilà, je ferai de mon mieux. Hop. Ça marche ? Ça ne marche pas ? Voilà. Donc en 2015, sur base du constat effectivement de la faible résilience de nos systèmes alimentaires, du rôle que les villes avaient à jouer aussi sur ces questions, la région donc, de Bruxelles s'est dotée d'une politique publique en alimentation durable qu'on appelait la stratégie Good Food, qui a donc été adoptée par le gouvernement sur une durée donc avec des ambitions sur une durée de 5 ans. Et donc qui vise vraiment à travailler sur tous les chaînons du système alimentaire, depuis la production, sur la question de la transition de l'offre aussi, pour une offre donc, qui soit plus locale et plus durable, sur la question de la demande aussi, comment accompagner les citoyens à faire un switch au niveau de la demande, travailler sur le gaspillage alimentaire aussi, parce que c'est important de pouvoir produire, mais un gros impact de l'alimentation vient du gaspillage qu'on a au niveau de notre alimentation. Et donc cet ensemble de mesures sont mises en place par Bruxelles Environnement et vous pouvez les retrouver sur la stratégie, sur le site Good Food. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on va travailler maintenant à soutenir l'agriculture urbaine. Donc, le lien, effectivement, avec les circuits courts, etc. Donc, voilà, je ne vais pas passer ici sur
sur les autres mesures, mais l'idée, c'est vraiment d'articuler cette agriculture urbaine avec ce système alimentaire plus global. Alors, je ne vais pas revenir non plus sur les questions de pourquoi est-ce qu'on soutient cette agriculture. Ça a été largement discuté tout à l'heure. Ceci dit, on insiste quand même sur le fait que cultiver en ville, c'est aussi, amener vraiment chacun, les particuliers, les habitants à cultiver en ville, à faire ce geste de mettre les mains dans la terre, c'est aussi se créer des nouveaux repères, c'est aussi faire plus de saisons, plus de local, se connecter aussi aux producteurs, aux difficultés que c'est que de produire de la nourriture. Et donc, on va mettre aussi un focus vraiment sur amener chacun des habitants à essayer de faire ce geste de cultiver en ville. Je vais revenir sur comment on l'a fait. Et donc, on s'est fixé aussi, un peu comme Paris, des objectifs chiffrés, assez ambitieux, d'ici 2020 et 2035 pour certains objectifs. Je ne les ai pas tous repris, mais en voilà certains. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de ces agricultures urbaines? Donc, elles sont effectivement en plein déploiement à Bruxelles. Ça explose de tous côtés. Donc la petite carte que vous voyez là avec les petits points roses, ce sont les sites de potagers collectifs identifiés, recensés en 2018. Donc on a identifié 390 sites qui totalisent une superficie de 79 hectares en région bruxelloise. Donc c'est assez important. Alors, le nombre de sites a augmenté, par contre, la surface totale a diminué. On a perdu 3 hectares en 5 ans. C'est parce que, effectivement, ces potagers restent dans des situations précaires, dans des affectations du sol destinées à du logement principalement, et donc continuent à être menacés. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là de travailler avec l'urbanisme sur quel statut réserver à ces potagers collectifs pour les préserver. Au niveau de l'agriculture professionnelle, elle est aussi en fort déploiement. Donc le nombre de porteurs de projets a doublé en 3 ans. Et on a donc toute une série de réussites. On a aussi pas mal de défis qui maintenant apparaissent beaucoup plus clairement au niveau de ces agricultures urbaines. Ici, la photo que vous voyez, c'est la ferme du Champ d'Écailles. Donc c'est une ferme en plein centre-ville sur un peu plus de 2 hectares qui fonctionne en autocueillette en partie. Donc c'est le Community Support Agriculture, le modèle de CSA, et donc qui permet de nourrir plusieurs centaines de familles qui viennent récolter leurs légumes sur le champ, et donc qui emploie plusieurs maraîchers. Alors je vais passer en revue donc les manières dont nous, la région bruxelloise, on soutient ces agricultures. Donc, comme je disais, il y a pas mal de défis qui sont ressortis maintenant, et donc les porteurs de projets se cherchent aussi, et nous, les pouvoirs publics, on se cherche aussi sur la manière dont soutenir au mieux cette dynamique, comment y répondre, quels sont les freins, comment est-ce qu'on peut lever ce frein. Donc c'est vrai que c'est une approche assez différente de celle de Paris. D'ailleurs, on avait organisé une conférence on comparait nos stratégies, où on est peut-être plus en bottom-up, donc vraiment à se positionner, comment est-ce comment nous, pouvoirs publics, on peut soutenir, avec peut-être au contraire des faiblesses plus sur la communication et sur un ensemble plus structurant comme peut avoir Pariculteur. Donc, dans la dimension citoyenne de l'agriculture urbaine qu'on cherche vraiment à développer, une mesure phare qu'on met en place, c'est qu'on a des appels à projets annuels à l'intention de différents publics cibles, donc les écoles, les collectifs de citoyens, les pouvoirs publics locaux, les associations, etc. Chaque année, l'agriculture urbaine donc, est éligible pour ces différents appels à projets. Donc, toute une série de ces porteurs-là peuvent bénéficier à la fois d'un soutien financier, mais d'un accompagnement technique et méthodologique aussi au niveau de la gouvernance, par exemple, avec aussi des activités de mise en réseau pour favoriser des échanges de savoir, etc., entre ces différentes initiatives. On travaille aussi à développer des sites de production dans les espaces verts et les espaces publics qu'on a en gestion au niveau de l'administration de l'environnement. Et alors on travaille aussi à sensibiliser, accompagner les concepteurs et les aménageurs urbains et privés, publics et privés, au niveau de l'insertion de sites de production dans leurs projets.
Voilà, et donc les demandes en fait sont en explosion au niveau des subsides, des écoles, des collectifs de citoyens. On n'arrive pas du tout à répondre à toutes les demandes. Et c'est tant mieux. Alors, on a fait une enquête aussi auprès des particuliers sur quels étaient les freins à cultiver en ville. Et donc, il ressortait principalement 3 freins qui étaient on n'a pas la place, on ne sait pas où cultiver, qui était la pollution et on ne sait pas, on n'a pas le geste. Et donc, par rapport à ces freins-là, on a mis en place différentes actions. Donc, on a un programme qui s'appelle les ateliers cultivés en ville, qui sont des initiations gratuites pour l'ensemble des Bruxellois sur toute une série de domaines. Il y a une douzaine de thèmes, mes poules en ville, cultiver sur 1 mètre carré, des salades toute l'année, etc. Et donc, ce sont des partenariats avec les pouvoirs publics locaux, de manière à ce que les Bruxellois aient accès à ces ateliers près de chez eux, et si possible dans des sites de potager existants. Donc, pour connecter les gens aux sites de potager qui existent, et aussi amener les pouvoirs publics à avoir un diagnostic au niveau de leur territoire. Tiens, est-ce que j'ai sur mon territoire des sites qui peuvent accueillir des ateliers en permaculture, des ateliers sur les fruitiers, ou est-ce que j'en ai pas? Et si j'en ai pas, ben voilà, comment est-ce que je peux en développer? Et donc, on a 1300 personnes qui sont formées par an avec ces ateliers. On a également un réseau de maîtres maraîchers et composteurs, donc qui sont des bénévoles citoyens qui sont formés pour accompagner le grand public dans leurs projets, donc qui sont à disposition des collectifs, mais aussi des particuliers. On développe également toute une série d'informations techniques, de guides, dont aussi un guide d'analyse de sol pour cultiver en ville, pour répondre à ces questions des pollutions. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre les gens en capacité, qu'ils soient autonomes sur ces questions de pollution, qu'ils prennent l'initiative de faire les analyses, et puis d'être en capacité d'analyser les résultats qui leur sont fournis par les laboratoires et de prendre les mesures qu'il faut. Parce que nous, on n'avait plus les moyens d'accompagner chacun d'eux, ni de financer des analyses de sol sur chacun des sites qui étaient soutenus. Et voilà, et toute une série effectivement d'autres initiatives qui visent vraiment à développer cette agriculture citoyenne. Alors, je vais donc maintenant passer à l'agriculture plus professionnelle. Alors, en région bruxelloise, en fait, on a cette chance d'avoir, on a cette chance d'avoir encore des terres agricoles au sein même de la région, environ 250 hectares de terres agricoles, mais qui ne nourrissent pas la ville. Donc ce sont principalement des terres qui sont cultivées en conventionnel et dont toute la production est exportée en dehors de la région. Ce sont également des pâtures ou des manèges d'équitation, ce genre de choses. On a également cette difficulté qu'on est, ça c'est les questions administrative belge, qu'on est au sein on est une région entourée d'une autre région, et donc dès qu'on quitte le périmètre de la région, on est en Flandre, donc avec une autre culture, d'autres politiques, d'autres ministres, et donc la question de la ceinture alimentaire, on y travaille, mais c'est assez complexe, ça demande pas mal d'énergie et donc de collaboration interrégionale. Par contre, ces terres agricoles qu'on a en notre sein, c'est aussi une opportunité de pouvoir vraiment en faire quelque chose d'exemplaire et donc de travailler à cette question d'une transition agroécologique sur ces terres agricoles. Mais je vais revenir sur la question du foncier tout de suite. On a donc de la terre et un projet qui contribue aussi à maintenant créer et former de nouveaux maraîchers, qui est le projet Boeren-Bruxelles Paysan. C'est une contraction de mots flamands et français. Et ce projet, donc, c'est un espace test agricole dans lequel les futurs agriculteurs ont accès à la terre pendant 2 ans, ont accès à de l'infrastructure, des serres, de l'irrigation, et ont un accompagnement technique pour pouvoir tester leur activité pendant 2 ans. L'avantage, c'est évidemment qu'ils vont créer un réseau de commercialisation localement, et donc ils vont ensuite chercher, a priori, à rester en région bruxelloise. Donc il y a un accompagnement ensuite à la recherche de terre, qui est compliqué, mais donc je parlerai du foncier. Donc, sur ce projet-là, on a une quinzaine de maraîchers et production d'herbes médicinales aromatiques qui sont passés ou qui sont en cours d'espace test, donc 5, je pense, qui sont déjà maintenant installés. Alors, on a, en soutien à l'agriculture professionnelle, un service de facilitateur. Donc, c'est un guichet
qui regroupe un consortium de différents experts qui sont là pour accompagner ou fournir du conseil, peut-être pas jusqu'à l'accompagnement, pour des projets d'agriculture urbaine de tout type. Donc il y a des expertises urbanistiques, économiques, juridiques, qui sont là à disposition de ces porteurs de projets. C'est un nouveau service, il a 2 ans, donc maintenant il commence à rentrer, à être de plus en plus connu, donc on doit un peu évaluer son fonctionnement, mais il semble vraiment remplir son rôle. Et l'enjeu, c'est ce qu'il soit aussi à un moment un relais entre les porteurs de projets qui cherchent des terres ou des sites de production hors sol et les opportunités de sites qui se seraient adressées aux facilitateurs pour eux-mêmes lancer des projets d'agriculture urbaine. Un enjeu également important pour nos projets, pour nos producteurs, c'est évidemment d'avoir un cadre de soutien économique qui soit structurel et adapté aux spécificités de l'agriculture urbaine. Donc, des toutes petites surfaces, des modèles économiques compliqués, on en a parlé, des modèles hybrides aussi, où on ne fait pas que de la production, mais on fait de l'insertion socio-professionnelle ou de l'insertion sociale ou de l'événementiel, etc. Et donc, comment est-ce qu'on crée ce cadre économique ? On commence à y travailler maintenant. Et on est en plein là dans les enjeux de cette transversalité de l'agriculture urbaine qui nécessite en fait d'aller de l'intégrer dans d'autres politiques sectorielles, urbanistiques, économiques, et aussi d'arriver à ce qu'on ait tous un langage commun. Qu'est-ce que l'agriculture urbaine quand on s'adresse à nos collègues de l'économie ou de l'urbanisme? On commence maintenant à avoir ce langage commun après 2 ans, parce que chacun venait avec son imaginaire de qu'est-ce que l'agriculture urbaine. Et donc, voilà, discuter entre administrations pour ensuite avoir des politiques cohérentes, c'est vraiment un long processus, c'est un grand enjeu, mais nous, ça nous semble vraiment essentiel et on investit du temps et de l'énergie sur ces questions-là. Je vais parler un petit peu du foncier. Voilà, oui, je sais. Donc, comme je vous ai dit, des terres. Et donc, oui, une ambition d'amener une transition agroécologique sur ces terres agricoles à proximité de la ville. Donc, on n'est vraiment pas dans une situation comme Paris. À Bruxelles, en 20 minutes, on est dans les champs. Donc, il y a un vrai potentiel à ce niveau-là. Par contre, à la différence de la France, on n'a aucun mécanisme belge de limite de la spéculation sur les terres agricoles. Donc on a en Belgique en moyenne des terres qui sont à 40 000 € l'hectare. À Bruxelles, ça peut monter jusqu'à 100 000 € l'hectare. Donc quasiment inaccessible pour des gens qui veulent se lancer en agriculture. Donc on n'a pas de SAFER, etc. Même si on milite pour, mais... et donc... On a amorcé ce travail de questions de politique foncière agricole en région bruxelloise avec un droit de préemption qui est maintenant inscrit dans la législation, donc préemption de la région bruxelloise sur les terres agricoles pour pouvoir y installer des projets. Mais on doit encore négocier un budget pour pouvoir acheter ces terres. On travaille aussi à des modifications de la législation sur les baux, parce que c'est un vrai frein aussi à la mise à disposition de terres. On n'a pas, comme en France, de bail environnemental, par exemple. On est encore coincé dans des législations de bail à ferme. Bon, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais il y a un enjeu vraiment à avoir des baux qui puissent être adaptés à cette agriculture urbaine, à mettre en place un observatoire du foncier pour connaître la vente de terres, avoir une transparence sur les prix. Voilà, toute une série aussi des modifications des règlements d'urbanisme sur lesquels on travaille. Donc voilà, c'est un travail en cours qui demande beaucoup de transversalité et de collaboration, mais qui est entamé et qui va, à mon sens, dans la bonne direction. Et donc je termine. Ah oui, on a également, l'idée aussi, c'est de prendre le temps de comprendre, d'analyser tout ça. C'est pas nous qui le faisons directement, mais il y a des projets de recherche qui sont en cours ou qui se sont déjà terminés sur l'agriculture urbaine en région bruxelloise. Entre autres, ces 3-là qui sont assez intéressants. Donc, ce sont des projets de 3 ans qui ont suivi de manière très rapprochée des agriculteurs sur la viabilité des modèles sur petite surface et également sur Cycle Farm, qui est une coopérative de spin farming. Donc c'est ce modèle où on cultive sur toute petite surface avec des techniques très bio-intensives en intra-urbain dense.
si ça vous intéresse, il y aura tous les liens vers ces études à la fin du slide. Et donc voilà, donc on essaye de réfléchir à un cadre, mais on se dit que vraiment il y a de la place pour toute une multiplicité de modèles différents d'agriculture urbaine, mais qui devraient être réfléchis vraiment dans leurs interactions, leurs articulations pour être sur un système vraiment cohérent au niveau de la ville, avec des projets plutôt multifonctionnels en intra-urbain dense qui amènent ces services écosystémiques et qui sont à privilégier vraiment dans le cœur de la ville, des projets qui sont accessibles à la biodiversité, aux habitants, etc., pour aller progressivement vers le périurbain pour des projets beaucoup plus nourriciers. Et c'est le cadre qu'on se fixe, nous, dans le soutien aux projets d'agriculture urbaine. Alors, voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, le temps nous manque. Mais je suis disponible après pour en discuter avec vous. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ils sont venus être agriculteurs, on ne sait pas pourquoi. C'est Paris qui a mis son slide, il a mis sa diapo sur toutes les autres. Merci beaucoup, Lison. Et un peu pariculteur, je sens qu'un oppose à l'autre, mais c'est beaucoup verdissement, se prendre des hectares. Bruxelles Good Food, c'est vraiment sur l'alimentation, vouloir nourrir les populations. Et donc là, on va... c'est Montpellier ou c'est Bordeaux? Ouais, c'est Bordeaux, logiquement. On va rappeler à l'ordre la maître. Donc, on va passer au niveau de métropoles, l'exemple de métropole en France, donc Bordeaux et Montpellier, où là, on va, j'ai bien comprendre, couvrir beaucoup plus large, peut-être commencer à toucher plus du périurbain aussi, sur des enjeux écologiques, agroécologiques, nature et autres. Donc, plaisir d'avoir Mme Catherine Delalloy de Bordeaux Métropole qui va justement nous parler de l'agriculture urbaine plurielle dans Bordeaux Métropole. J'appuie là. Bonjour, donc moi je vous ai pas préparé de support parce que vous en avez dans la petite mallette qui vous a été remise et je ne reviendrai pas sur la présentation de la politique agricole qui a été adoptée par le Conseil de métropole en novembre de l'année dernière, puisque Béatrice de François en a parlé et en a donné tous les éléments un peu forts. Moi je voudrais revenir sur un peu le sens de l'action publique. Et parce que je crois que c'est le terme un peu de notre session, et le rôle des métropoles et des collectivités comme les nôtres en matière d'agriculture urbaine, et surtout sur les éléments qui nous ont un peu conduits à mettre en place cette politique agricole, les questions que l'on se pose, parce que ce qui ressort assez clairement, je pense que vous l'avez compris ce matin, c'est que finalement on a plein d'idées, plein d'envies, plein d'ambitions, plein d'objectifs, mais par contre peu de certitudes, en dehors du fait que c'est un sujet majeur que l'on doit prendre en compte et dont on doit se saisir au quotidien. Donc c'est plus ces éléments-là que je voulais partager ce matin avec vous, ainsi que les leviers. Donc les collectivités, effectivement, l'action publique, elle a tout son sens, et elle est capable d'actionner un certain nombre de leviers pour agir en matière d'agriculture. Effectivement, donc je les balayerai avec vous. Et puis les questions, parce qu'effectivement, même si on a adopté cette politique agricole, comme on avance un peu chemin faisant, on se pose aujourd'hui encore beaucoup de questions, et j'espère que vous nous aiderez à y répondre au vu des travaux qui vont être menés pendant ces 3 jours. La première catégorie de sujets que je voulais évoquer avec vous, c'est, et ça me semble clair dans tout ce qui a été dit ce matin, c'est que l'agriculture et l'agriculture urbaine, elle doit être ancrée sur le territoire. Donc, et effectivement, il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas une agriculture qui est transposable. On l'a vu ce matin, les démarches de nos territoires et de nos collectivités sont forcément différentes parce qu'on a des territoires différents et que l'agriculture, elle doit être bien en phase avec son territoire. Et sur le territoire de Bordeaux Métropole, donc 58 000 hectares, Béatrice l'a rappelé, on a une grande place aux espaces naturels, agricoles et forestiers, plus de 50% de notre territoire. Et on a finalement des espaces agricoles extrêmement diversifiés, d'où
le thème de mon intervention, de l'agriculture plurielle, puisqu'on a, à l'inverse de Paris et de Bruxelles, on a tout autant des espaces agricoles donc en périurbain et des espaces beaucoup plus enchâssés dans la ville dense. Effectivement, ces espaces agricoles en périurbain, donc ces terres agricoles, on a plus de 9000 hectares qui sont identifiés au PLU et plus de 6500 qui sont aujourd'hui en exploitation. Et forcément, ça nous amène à avoir une appréhension de la question agricole extrêmement différente quand on travaille sur des terres agricoles à Parempuire ou quand on travaille au cœur d'une ZAC sur Bordeaux-Rive droite comme Bastide-Niel, forcément, la réponse, elle est absolument pas la même. Mais du coup, on est confronté sur un territoire comme le nôtre aussi à des opportunités et des contraintes qui sont extrêmement différenciées. On n'en a pas parlé encore ce matin, enfin les intervenants ne l'ont pas évoqué ce matin, c'est la question du lien entre agriculture et zones inondables. Nous avons sur le territoire de Bordeaux Métropole, sur les 28 communes qui constituent notre intercommunalité, 21 qui sont confrontées au risque inondation. Et pour certains, c'est une chance et d'autres, c'est une contrainte. C'est une chance parce que l'essentiel de nos terres agricoles sont sur les zones inondables. Et donc, du coup, elles ont été, fortes de ces contraintes-là, protégées de l'urbanisation. Mais finalement, ça génère aussi donc, une opportunité, puisqu'on a du foncier disponible, mais également des contraintes, et notamment des contraintes réglementaires liées à la constructibilité sur ces espaces. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième élément fort quand on parle d'ancrage territorial, c'est de considérer l'agriculture comme étant un élément d'aménagement du territoire. Ça a été aussi un peu dit ce matin. Pour nous, à Bordeaux Métropole, dans notre stratégie d'aménagement et de valorisation du territoire, l'agriculture, c'est une composante de ces thématiques-là et on doit véritablement l'intégrer comme telle. Donc ce n'est pas un sujet à part, une fonction, un métier et des terres à part, mais elles sont forcément, enfin, l'agriculture est pleinement partie prenante d'une stratégie d'aménagement du territoire métropolitain, dans lequel il faut combiner des sous-territoires, puisqu'on a 28 communes et chacune d'entre elles a sa lecture, son identité, mais il faut aussi, et c'est assez nouveau pour notre territoire métropolitain, travailler en cohérence et en complémentarité avec les territoires qui sont autour et trouver des alliances pertinentes et des échanges gagnant-gagnant avec les territoires qui sont autour de nous. Et aménagement du territoire, ça veut dire effectivement complémentarité entre les territoires peu urbanisés, les territoires beaucoup plus urbanisés, et de trouver la bonne coexistence entre espace urbain et agriculture, et permettre évidemment toutes les valorisations possibles de l'un par rapport à l'autre. Je crois que c'est la dame de la DRAF qui évoquait les travaux du CESE, du Comité économique et social environnemental. Je l'ai lu également avec grande attention, et ce rapport, il met clairement en évidence la multifonctionnalité de l'agriculture dans nos territoires urbains et les nombreux services qu'elle rend, et c'est ce qui nous invite à soutenir une agriculture évidemment responsable dans une perspective de ville résiliente. Donc c'est bien tous ces éléments-là qui sont très présents sur la démarche de Bordeaux Métropole. Donc je ne reviendrai pas sur les enjeux de la présence de l'agriculture. Évidemment, ces enjeux sont nombreux. Et une collectivité, elle a effectivement, notamment une métropole, un certain nombre de leviers, de moyens d'action. Alors effectivement, vous évoquiez Bruxelles et le fait que la question foncière, la stratégie foncière est plus compliquée à mettre en œuvre. C'est un des leviers effectivement essentiels, la maîtrise foncière, si on veut développer l'agriculture sur nos territoires. Donc évidemment, les documents de planification sont une des premières réponses, c'est-à-dire donc veiller, et c'est le rôle des élus de Bordeaux Métropole, de veiller à ce que ces zones agricoles soient protégées. Un certain nombre d'outils supplémentaires peuvent être mis en place. Béatrice parlait du PENP, ce dispositif qui protège et valorise en même temps des espaces naturels et des espaces agricoles. Et donc, effectivement, la stratégie foncière, elle est essentielle. On parlait tout à l'heure de budget aussi dédié à ces questions-là. La direction de la nature que je représente a consacré ou souhaite consacrer un budget d'un peu plus d'1 million d'euros par an sur l'agriculture. Et sur ces 1 million d'euros par an, il y a 400 000 euros d'acquisition foncière, puisque effectivement les collectivités
ont comme moyen d'action le soutien actif au développement de projets agricoles et d'exploitation agricole et l'implantation de porteurs de projets au travers de sa stratégie foncière, soit en achetant des terres qui sont un peu soumises à la pression foncière pour veiller à ce qu'elles soient absolument remises en exploitation et qu'elles soient au service d'un projet agricole, ou alors c'est aussi une façon de soutenir certains exploitants agricoles qui sont en difficulté. On en a un peu parlé ce matin, on en reparlera sans doute cet après-midi. L'agriculture rassemble un certain nombre de métiers et que, vu les aléas et les difficultés quotidiennes, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont en difficulté sur notre territoire et nous devons de les accompagner et régulièrement, nous achetons des terres agricoles à ces exploitants et nous les remettons à bail. Et c'est une façon aussi de les soutenir. Les politiques d'aménagement, on en a parlé, elles sont aux mains des collectivités et au travers de ces projets d'aménagement, opérations d'aménagement, projets urbains, c'est l'occasion d'intégrer dans ces espaces-là et dans ces projets-là, ce qui est assez nouveau, de véritables projets agricoles et de véritables exploitations agricoles au cœur de ces opérations d'aménagement. Et ça nous invite aussi à imaginer des nouvelles méthodes pour faire la ville. On en a parlé ce matin. Tous ces acteurs de la ville ont entre les mains les moyens de faire, de concevoir et surtout d'intégrer un peu plus la nature et l'agriculture au cœur de l'ensemble de leurs projets. Un autre levier d'action, on en a parlé aussi ce matin, c'est la mobilisation des acteurs. Autour de la table, vous avez des acteurs publics, enfin autour de la table de cet hémicycle, un ensemble d'acteurs publics et privés, et c'est bien avec tous que le développement de l'agriculture a des chances de voir le jour. On évoquait donc les collectivités, les associations, les entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses, les porteurs de projets évidemment, les agriculteurs aussi. La politique agricole de Bordeaux Métropole ne pouvait pas s'imaginer sans un travail étroit avec l'ensemble des agriculteurs. Quelqu'un l'a dit ce matin, l'agriculture urbaine, ce n'est pas forcément entre les mains d'agriculteurs plus conventionnels, mais par contre, elle ne peut pas se déployer et se faire sans une coordination avec eux et sans une complémentarité entre toutes ces formes d'agriculture, évidemment. Des dispositifs d'aide financière, on n'en a pas, enfin je viens d'en parler au travers de la stratégie foncière. La métropole va se doter d'un règlement d'intervention dans un champ qui est très complexe en France et en Europe, des aides économiques directes, mais il y a le moyen en complémentarité avec les aides de la région, de déployer des aides directes aux agriculteurs à partir du moment où leur action et leurs projets répondent parfaitement aux ambitions portées par la collectivité. Les stratégies en faveur de la biodiversité, on en a un peu parlé ce matin, une direction de la nature comme la mienne qui a un pied dans la biodiversité, un pied dans l'agriculture, forcément il faut que ces deux pieds se rassemblent et travaillent ensemble. On ne peut pas faire d'agriculture sans se préoccuper d'environnement et sans renforcer la biodiversité, et la biodiversité est aussi au service des agriculteurs. Ils n'en sont pas encore tous totalement convaincus, mais par contre, les travaux sont nombreux et ils en témoignent. Une journée comme celle-là et toutes les politiques publiques que nous menons, c'est aussi l'occasion de valoriser ces métiers. En France, en tout cas, en Belgique, je ne sais pas, mais en France, ces métiers autour de l'agriculture ont perdu un peu de leur aura et de leur brillant. Et aujourd'hui, pourtant, les agriculteurs remplissent un rôle absolument déterminant sur nos territoires. Ils sont aussi façonneurs de paysages, ils entretiennent, ils luttent contre les réchauffements climatiques, etc. Ils gèrent aussi l'eau. Ils ont un rôle essentiel. Et donc, dans le cadre de notre politique agricole, on compte bien multiplier les occasions, les opportunités, et notamment en s'inspirant de ce qui a été fait à Paris, de mettre en place une grande exposition pour valoriser aussi ces agricultures et ces agriculteurs. L'INRA, évidemment, qui a organisé cette journée, porte avec nous des réflexions autour de l'innovation, de l'expérimentation, de la recherche. C'est un champ absolument essentiel pour soutenir l'agriculture et peut-être encore plus l'agriculture urbaine, parce qu'on voit que cette agriculture, comme elle se niche dans des espaces et sur des supports qui sont un peu moins conventionnels, un peu moins évidents, elle est obligée de développer des pratiques, des techniques et de faire appel à la recherche. Et nous multiplions les partenariats avec l'enseignement supérieur et la recherche. C'est un levier essentiel.
Je ne reviendrai pas sur les observatoires et l'évaluation. Bien sûr, toutes nos actions publiques doivent être évaluées et il est absolument nécessaire de rendre compte de notre action publique. Je vais très vite sur les questions, le champ des questions que l'on se pose, mais ça rejoint un peu ce que je viens de dire là. Évidemment, des questions sur quel accompagnement une collectivité doit déployer, doit mettre en œuvre au service de cette agriculture. Forcément, cet accompagnement, il est pluriel et forcément, il est en marchant, puisque nous aussi, on découvre avec l'ensemble des porteurs de projets ce que c'est que l'agriculture chaque jour. Et donc, forcément, nous aussi, on doit s'adapter et donc, on doit avoir un accompagnement qui soit presque au jour le jour et adapté à l'ensemble de ces porteurs de projets. Donc, porteurs de projets qu'il faut découvrir et qu'il faut accompagner, ils sont tous différents. On l'a vu ce matin, depuis ceux qui sont héritiers d'une véritable paysannerie et une tradition paysanne, on l'a vu ce matin, et tous ceux hors cadre familial qui déploient finalement beaucoup d'inventivité, beaucoup de technicité en faveur de ces nouveaux modèles d'agriculture. La question de la mobilisation du foncier, on en a parlé, on a des outils, mais il faut continuer à travailler sur cela. Et puis au-delà de l'outil, c'est la question effectivement d'accompagner les mutations de ces exploitations agricoles et de faciliter les reconversions et les reprises d'activité. Parce que dans les 2 chiffres que je vous ai cités, si vous avez été attentif, je vous ai dit qu'il y avait 9000 hectares qui étaient en zone agricole au PLU et qu'on a un peu plus de 6000 hectares en surface agricole utile. Ça veut donc dire qu'il y a des friches agricoles parce que des exploitants sont à la retraite et n'ont pas trouvé repreneur, ou parce que la pression foncière fait qu'ils rêvent toujours du jour magique où leurs terres agricoles deviendront constructibles et qu'ils pourront les vendre 300 fois plus cher que le prix des terres agricoles. Donc il y a un investissement continu et permanent en la matière. Un sujet tout à fait essentiel, ça a été un peu évoqué ce matin et c'est une piste de réflexion et de travail pour nous dans les mois à venir, c'est évidemment l'évolution de la règle d'urbanisme, parce qu'on est encore, oui, une minute, on est encore dans des documents de planification qui sont un peu monofonctionnels. Je suis dans un espace naturel, donc je préserve la nature, je suis dans des terres agricoles, donc je fais que de l'agriculture, je suis dans des zones économiques, je construis que pour les entreprises, et je fais du logement là où cela m'est permis de le faire. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça marche. On a parlé, je crois que c'est vous, Madame de Bruxelles, qui avez évoqué, qui avez employer ce terme hybride, moi ça me plaît beaucoup. Effectivement, je crois qu'il faut qu'on invente des projets hybrides, il faut qu'on invente des zonages hybrides qui nous permettent de construire indifféremment du bâtiment ou des logements à partir du moment où ils sont au service de l'agriculture ou au service de la préservation des grands enjeux de ressources naturelles. La formation a été un peu évoquée ce matin, c'est un vrai axe très très important et un vrai levier par rapport à la technicité évidemment de ces nouvelles exploitations agricoles. Elles sont confrontées à des nouveaux défis tous les jours. On en avait un par exemple sur les événements climatiques où Béatrice vous m'avez suggéré effectivement des nouveaux dispositifs pour prémunir nos exploitations de phénomènes climatiques. Donc il faut qu'on continue à accompagner cette technicité. Les ressources humaines, c'est un vrai enjeu. Évidemment, les circuits de commercialisation, on en a parlé, et les savoir-faire, je ne sais plus qui l'a évoqué ce matin, il faut absolument que nous, collectivités, on fasse en sorte qu'ils ne se perdent pas et qu'ils soient au profit et au bénéfice des nouveaux qui arrivent. Je finirai juste en disant que pour moi, le mot essentiel quand on parle d'agriculture, peut-être que ça va vous étonner, c'est le mot de réconciliation. Je crois effectivement que l'enjeu d'aujourd'hui et de demain, c'est de réconcilier des hommes et des femmes, réconcilier des territoires, réconcilier des urbains et des ruraux, et réconcilier biodiversité, agriculture et alimentation. Aujourd'hui, nature et agriculture doivent reconquérir nos villes et nos métropoles. Ces dernières doivent donc se rénover et relever le défi de la résilience de l'environnement urbain face au changement climatique. C'est tout le sens de l'action publique. Merci. Merci beaucoup, Madame Delalloy. Et on est arrivé hier à Bordeaux, donc on a eu la chance de faire quelques visites et de surtout voir la grande construction de grands domaines de construction où peut-être l'agriculture pourrait être intégrée, hybride et tout. Et je crois même que vous avez une bergère dont vous avez l'éco-pâturage à Bordeaux.
Donc, on va passer dans la même suite d'idées, je pense, c'est le même pour Montpellier Métropole, donc ce lien ville, campagne, monde rural, politique alimentaire, enjeux agroécologiques. Donc, je vais vous laisser, Madame Fourcade, Mylène Fourcade de Montpellier Métropole, présenter là, votre politique agroécologique et alimentaire de la métropole de Montpellier. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation, pour la richesse des différents intervenants qui sont donc à l'image de tout ce qu'on est en train de discuter. Donc la métropole de Montpellier, donc juste un petit peu pour vous présenter. Donc c'est une métropole de 465 000 habitants au cœur d'une aire urbaine de plus d'1 million d'habitants. Je vais faire avancer voilà, le PowerPoint. On est une métropole donc avec une croissance démographique donc soutenue puisqu'on accueille chaque année entre 8 et 10 000 nouveaux habitants sur la métropole, ce qui fait qu'on a toujours cette équation difficile entre accueillir des nouveaux arrivants et préserver nos espaces agricoles. On a également donc un taux de création d'emplois également qui est assez soutenu et donc la volonté d'avoir une véritable politique agroécologique et alimentaire sur ce territoire qui a été posée en 2015. Le terme d'agroécologie, c'était pour montrer le cap qu'on s'est fixé, un cap ambitieux. On aurait pu l'appeler politique agricole et alimentaire. On a choisi le terme d'agroécologie pour replacer justement l'humain au cœur de cette agriculture et non plus qu'on soit l'un à côté de l'autre. Voilà, comment faire qu'on se ressente concerné par toutes ces questions-là de préservation de la biodiversité, du climat, de la protection de notre ressource en eau. Donc nous replacer en tant qu'acteur central de cette question-là. Voilà, donc là, on vous a mis des belles images de nos paysages. Donc, on a les 2/3 d'espaces agricoles et naturels aujourd'hui sur le territoire de la métropole, avec au sud donc les étangs et la mer, au centre une plaine agricole fertile et au nord un paysage plutôt de coteaux et de garrigues. On a des productions agricoles méditerranéennes avec un poids important de la viticulture, puisque la moitié de nos exploitations agricoles sont aujourd'hui des exploitations viticole. Donc voilà, d'excellents vins, mais on souhaite diversifier et avoir des espaces agricoles qui soient plus nourriciers, avec cet objectif, bien sûr, d'offrir une alimentation saine, locale, au plus grand nombre de nos concitoyens. On a également la chance d'avoir une communauté scientifique de niveau mondial, avec plus de 2800 chercheurs, 15 organismes de recherche internationaux, le siège social du CGAR, le plus grand partenariat mondial de la recherche agricole, et 10 000 scientifiques aujourd'hui répartis un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc l'agroécologie, l'alimentation, un des 7 piliers fondateurs de la métropole, qui est au même niveau que le développement des transports, que le tourisme, que l'aménagement du territoire, que le numérique, que le développement économique, avec 5 orientations stratégiques qui ont été posées, avec une ambition bien sûr majeure qui est d'offrir une alimentation saine, locale et accessible à tous. La première orientation, c'est co-construire une gouvernance partagée agroécologique et alimentaire territoriale, reconquérir du foncier pour soutenir la production alimentaire locale et de qualité, structurer l'approvisionnement et la distribution alimentaire durable de la ville, placer l'éducation au cœur de la politique alimentaire et diffuser les savoirs et l'innovation. Je vais revenir sur chacun de ces objectifs. Donc le premier, co-construire une gouvernance partagée agroécologique et alimentaire territoriale. Ce qu'on a souhaité quand on a posé cette politique, c'est ne pas dire c'est la métropole qui va édicter cette politique avec sa vision. D'abord parce qu'on n'en a pas la compétence et l'expertise et qu'on a souhaité mettre autour de la table les experts, les spécialistes de ces questions-là, mais aussi des représentants de la société civile. C'est pourquoi on a commencé à travailler avec les territoires limitrophes à la métropole de Montpellier. On ne s'est pas cantonné aux 31 communes et également, bien sûr, avec les maires des 31 communes, également la société civile et les agriculteurs. Ça s'est fait sous forme d'ateliers participatifs
où chacun a pu librement s'exprimer sur la vision en 2015 et l'état des espaces agricoles et naturels et ce que chacun en attendait pour l'avenir. Alors, non, je vais rester sur cette diapo qui est importante justement par rapport à ce qu'on a construit. Ensemble, notamment, on a mis en place Bocal. Donc, vous voyez en haut le petit enfant qui sourit. Là, donc, c'est un guide papier et une plateforme virtuelle, comme Bon et Local, où sont répertoriés plus de 300 lieux où on peut trouver des produits locaux vendus en circuit court, en bio, enfin voilà, toutes les pratiques vertueuses. Et également, on y retrouve sur notre plateforme virtuelle tous les événements qui ont lieu tout au long de l'année pour parler d'agriculture durable, pour parler de bonne alimentation. Et également le mois de la transition agroécologique et alimentaire, donc vous voyez qui est au centre. Tous les ans, au mois de septembre, on a mis en place des événements pour que le grand public puisse lui aussi peut-être repenser sa façon de s'alimenter, de consommer, d'acheter. Ces événements-là qui ont lieu pendant 30 jours sont très divers et variés. Donc c'est aller visiter des fermes, c'est aller sur des marchés de producteurs, c'est aller écouter des conférences, des débats, des ciné-débats. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait vraiment la variété et l'ouverture la plus grande possible pour qu'on puisse toucher le plus de public. Car ces politiques que nous mettons en place, si les gens, les citoyens ne sont pas touchés, eh bien, j'allais dire, elles vont, oui, aller vers un public d'avertis, mais c'est pas ce qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est aussi amener chacun de nous à changer sa façon de s'alimenter. Et il y a un gros travail là qui est à faire. Voilà. Donc, ce mois de la transition agroécologique et alimentaire, on a commencé à 15 événements il y a 4 ans. On est cette année à 80 événements au mois de septembre. On soutient également les fêtes locales. On a mis en place, pareil, des animations autour de produits emblématiques de notre territoire. On a la fête de l'olive, on a la fête de la tomate, on a la fête du miel, la fête des vignes. Là aussi, eh bien, essayer de mieux connaître les produits qui font notre identité et amener le plus de monde possible sur ces manifestations-là, où on invite aussi, bien sûr, tous nos producteurs locaux. Donc cette co-construction, elle se fait bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la communauté scientifique. On a un vrai partenariat recherche et entreprise qui fait qu'au travers de notre BIC et du Cap Alpha et Oméga, on a plusieurs startups qui ont émergé. On est aujourd'hui à une quarantaine de startups qui emploient 900 personnes, avec des emplois qui sont consolidés au-delà de 5 ans et qui travaillent dans tout ce qui est modélisation, les logiciels de gestion, les robots intelligents, le pressoir connecté, pour faire l'agriculture high-tech, l'agriculture de demain. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont dévalorisés aux yeux des jeunes. Moi, autour de moi, j'ai mon fils qui a 14 ans. Quand je demande à ses copains qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard et que j'essaye de leur parler un peu de ces métiers-là, ah non, c'est celui qui pollue, c'est celui qui gagne mal sa vie. C'est terrible d'entendre ça. Et justement, je pense qu'associer entreprise, innovation, c'est faire que les jeunes aient un nouvel intérêt à cette agriculture qui est productive, qui est compétitive, mais qui aussi va leur permettre de passer plus de temps. On sait que l'agriculteur aujourd'hui passe des heures et souvent ne prend pas de vacances. Comment rendre cette agriculture plus compétitive et qui rémunère correctement les agriculteurs et non pas seulement liée trop souvent à des subventions. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Il y a le masse numérique sur notre territoire. C'est un domaine viticole sur 110 hectares et qui est complètement connecté. C'est porté par Supagro. Je vous invite à venir le découvrir où là, justement, eh bien, on montre aux agriculteurs tout ce qui peut se faire sur les nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Ah, ça ne marche plus. Elle n'est pas là. Bon, je continue sans la photo. Dommage, elle était jolie.
Donc reconquérir du foncier pour soutenir la production alimentaire et locale. Tout à l'heure, je vous ai dit, on protège aujourd'hui les 2/3 du territoire en espace agricole et naturel. C'est au travers de notre SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qu'on a arrêté, qui n'est pas encore approuvé, il le sera dans quelques mois. On a souhaité protéger plus de 70% du territoire en espace agricole et naturel. Et les nouvelles constructions, plus de 60% des nouvelles constructions devront se faire là où c'est déjà construit. Voilà, donc ça c'est une vraie contrainte pour les promoteurs, mais c'était pour nous une véritable volonté politique de préservation de ces espaces agronaturels. Protéger, c'est bien, réactiver, remettre, voilà, merci. Installer des agriculteurs, c'est mieux. On a encore sur notre territoire beaucoup trop de terrains en friche, inoccupés, inexploités. Et comme l'a dit ma collègue de Bordeaux, eh bien sûr, les propriétaires pensent qu'ils vont passer constructibles et attendent que ça, alors qu'ils ne passeront pas constructibles. On a beau leur dire, c'est pas la peine, ils attendent de ça. Donc ce que l'on a fait, on a développé sur ces espaces 2 outils. Le développement d'un archipel de fermes ressources et les AFA, les associations foncières agricoles autorisées. Les fermes ressources, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la métropole, soit qui achète elle-même des anciens domaines agricoles qui ont du mal à retrouver repreneurs sur des espaces qui sont conséquents, c'est souvent autour de 2000 m² de bâti et entre 100 et 200 hectares de foncier. La métropole les rachète ou aide les communes financièrement à les racheter. Et on installe des agriculteurs dans un esprit de polyculture, élevage. Avec un cahier des charges précis, on leur impose de produire en bio, on leur impose de vendre 50% de leur production en circuit court et d'accueillir à la ferme, là aussi j'en parlais tout à l'heure et j'y tiens beaucoup, d'accueillir le public et les citoyens à venir expliquer de quelle façon ils produisent, mais aussi les faire participer. Comment on fait un jardin potager, comment on fait du compost. Ça, ce sont les fermes ressources qu'on souhaite développer, qu'on a développées, donc on en a plusieurs déjà, sur la première et deuxième couronne de la métropole de Montpellier. Le deuxième outil foncier important, ce sont les AFA, je viens de vous en parler, les associations foncières agricoles autorisées. Là, c'est une gestion mutualisée du foncier public et privé. C'est nouveau, on n'en a pas mis en place sur la métropole de Montpellier, ça existe en France. C'est mettre ensemble le foncier public et privé au cœur d'un périmètre à disposition des agriculteurs. Aujourd'hui, 11 communes sont partantes sur ce projet et ça va représenter entre 3 000 et 4 000 hectares. Normalement, la délibération de création de ces AFA va être prise au Conseil de métropole du mois de septembre. On espère l'arrêté du préfet pour la création de ces associations foncières avant la fin de l'année. Là aussi, des périmètres importants d'un seul tenant à offrir aux agriculteurs en polyculture, de façon à sanctuariser, à pérenniser dans le temps les fonctions agricoles de ces territoires et avoir une véritable action sur ces terrains en friche. Alors, c'est également structurer l'approvisionnement et la distribution alimentaire durable de la ville. On a donc un marché d'intérêt national qu'on a la chance qui se trouve au cœur de la ville de Montpellier, qui est un véritable centre de distribution urbain pour les produits alimentaires locaux. On veut en faire un pôle de l'alimentation méditerranéenne durable et on est en train d'élaborer un schéma territorial de la logistique et du transport de marchandises. On a inauguré sur ce marché-gare, il y a 2 ans, le premier carreau bio et local de France au sein d'un marché-gare, également le premier pôle de transformation alimentaire. On a 6 entreprises qui emploient beaucoup de personnes. On souhaite développer ce pôle de transformation alimentaire car il y a une vraie attente de la part des acheteurs et des entreprises qui travaillent avec nous. C'est également placer l'éducation au cœur de la politique alimentaire. Bien sûr, toucher les enfants. Il y a des programmes locaux d'alimentation scolaire qu'on a mis en place. On a un objectif, 50% de produits bio et locaux à la cantine d'ici l'année prochaine. Et depuis 2016, une baisse de 24% du gaspillage. On a acheté une table de pesée, de tri, on fait participer les enfants. Ils ont pesé à la fin bien les déchets et ils se sont rendus compte en fait, de ce qui allait à la poubelle. Et ça a permis, cette baisse a permis d'introduire plus de produits locaux bio au menu des enfants sans surcoût pour la collectivité. La diffusion des savoirs et de l'innovation, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc le BIC de Montpellier est le 2e incubateur mondial pour le nombre d'entreprises innovantes. On a donc également un pôle de start-up Foodtech et Agritech. Je vous en ai parlé également tout à l'heure. La production et l'enrichissement des savoirs et des pratiques méditerranéennes et internationales.
donc à Montpellier se sont tenues au mois de février les premières assises territoriales de l'alimentation durable et de la transition agroécologique, parce que ces questions-là sont quand même des questions nouvelles et il y avait un besoin d'échanges, de savoir-faire, d'échanges, d'expérimentation sur ce que les villes ont mis en place. Et on a eu plus de 41 ateliers avec 500 participants au mois de février. De la même façon, on a accueilli au mois de juillet le premier congrès mondial sur l'agroforesterie, qui n'avait jamais eu lieu en Europe et en France. Il s'est tenu donc chez nous avec, pareil, on a la chance d'avoir le domaine de Restinclières, qui est également un des premiers sites expérimentaux sur l'agroforesterie. On a aussi des engagements dans la coopération internationale sur 4 continents, Rio de Janeiro, Chengdu, Barcelone, Palermo, Fès. On est partenaire du projet Let's Food City avec la ville de Fès, puisqu'on a des particularités communes en termes d'étalement urbain, en termes de climat aussi. On est au sud de la France et on aura peut-être, c'est ce qu'on dit, le climat de Marrakech d'ici 2050. Donc on a souhaité voir déjà comment il faisait. Et également des enjeux communs autour de la protection de l'environnement et des systèmes alimentaires. Je me dépêche parce que j'ai déjà dépassé. Il en reste une normalement. Ah, non, la dernière, Ah, voilà. Donc les prochains événements, je vous en ai parlé, le mois de la transition agroécologie du 29 août au 7 octobre, et qui va être à cheval jusqu'au 9 octobre cette année, parce qu'on a la chance d'avoir été retenu. Donc l'année dernière à Tel Aviv, j'ai défendu la candidature de Montpellier par cette politique agroécologique et ambitieuse pour la tenue du pacte de Milan. Ce pacte qui a été signé par Philippe Sorel, donc le président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier en 2015. Et on a la chance d'avoir été retenu comme ville d'accueil pour les 196 villes qui ont signé ce pacte en s'engageant à relocaliser les systèmes alimentaires, à lutter contre le gaspillage alimentaire et à s'adapter au changement climatique. On espère que d'autres villes vont signer ce pacte au mois d'octobre et vous êtes bien sûr tous invités à venir à la fois sur les différents événements du mois de la transition agroécologie, mais aussi donc pendant le pacte de Milan. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Fourcade. On aurait quelques minutes pour des questions. Je regarde mettre du temps. Est-ce qu'il y a du monde qui ont des questions pour nos panélistes très variés, quand même des visions, des stratégies qui partent dans plusieurs directions? Alors, s'il n'y en a pas, moi j'en aurais une, et c'est la question que... voilà. Allez. Oui, bonjour, Élie Génaud, Bordeaux Métropole. J'ai une question pour Bruxelles, pour Madame Elbaut, au sujet de la thématique des sols. Donc, vous avez dit que vous aviez fait un guide pour permettre aux habitants de s'autosaisir de cette question. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est donc aux habitants également de financer ces analyses. Je voulais savoir, du coup, comment vous aviez les retours de ces analyses. Est-ce que vous les capitalisez ? Et en termes de coûts, est-ce que les habitants font des retours sur la question du coût de ces analyses et des difficultés de les réaliser? Oui, donc effectivement, c'est aux habitants de les financer. C'est pas non plus énorme en fait si on fait quelques analyses. Enfin, on a des protocoles en fait du nombre d'échantillons à prendre en fonction des surfaces. C'est entre 50 et 100 euros environ, pour une surface moyenne. Par contre, on n'a pas encore de retour. Donc, on a lancé une petite évaluation dans les potagers collectifs, mais on a eu très peu de retours, de réponses. On n'a pas non plus... ils ont la possibilité de nous contacter, bien sûr, s'il y a des problèmes, si ça ne fonctionne pas, s'ils ne sont pas satisfaits. On n'a pas non plus de retour. Donc, on va certainement relancer une évaluation, mais c'est pas... on ne capitalise pas ça, non. On a choisi en fait de ne pas... parce qu'on a une réglementation assez stricte en termes de pollution des sols, et une cartographie, un inventaire des sols pollués en région bruxelloise. Mais on a choisi volontairement de ne pas le mettre là-dedans pour ne pas rendre les choses trop lourdes justement au niveau administratif pour les habitants.
Merci. Une autre question? Avant que je pose la mienne, qui me brûle les lèvres, mais je suis prêt à la laisser. Moi, j'ai une question, peut-être elle se pose moins pour Paris, mais peut-être même pour Rosemont non plus, mais il y a la grande question de qu'est-ce que l'agriculture urbaine? Quelle est la définition de l'agriculture urbaine? Parce que là, on a eu un panel où on a parlé quelque part d'agriculture urbaine. Paris, c'est clairement intra-urbain. Après ça, à Bruxelles, on arrive dans le périurbain, et je peux comprendre, c'est Bordeaux et Montpellier, on est même dans le rural. Parce qu'on parle d'agriculture de grandes vignes, donc des dizaines et peut-être des centaines d'hectares de fermes. Mais quand on parle d'une stratégie agricole, comment vous définissez l'agriculture urbaine dans ça? Et j'ai pas de réponse. Hein. Je pose la question parce qu'on se pose les mêmes questions nous-mêmes. Où ça s'arrête et où la ville s'arrête quelque part. Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs agricultures urbaines. L'agriculture urbaine, c'est les jardins partagés, c'est les jardins familiaux, hein, c'est tous les lieux qu'on exploite, que les citoyens vont prendre possession et en bas de chez eux. C'est c'est planter des tomates sur son balcon, c'est s'emparer des espaces en bas de chez soi qui sont pas occupés et pour lesquels des fois aussi le syndic d'immeuble ne trouve pas forcément de réponse. C'est aller à la rencontre et dire voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose en bas de chez moi. C'est l'entreprise aussi, hein, donc il y a eu des solutions